Chers téléspectateurs de Wafrica TV, bonjour. Nous rentrons à nouveau dans notre émission Interrogeons-nous pour nous interroger avec le professeur Mouchili sur la question. C'est un peu la série 2 de l'émission que nous avons tournée la dernière fois sur les obstacles épistémologiques. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux obstacles épistémologiques africains, les obstacles épistémologiques de chez nous. Nous voulons comme ça parcourir quelques types de comportements que nous avons et qui nous empêchent de faire la science avec la froideur et l'indifférence possible. Bonjour professeur Mouchili. Bonjour et merci de m'avoir invité. Merci professeur Mouchili de répondre à l'invitation de Wafrica TV. Donc comme je l'annonçais à l'entame, la dernière fois nous avons discuté des obstacles épistémologiques et ce matin nous voulons parcourir comme ça. Nous allons énumérer très rapidement l'esprit religieux, l'esprit magique, le secret dans le domaine de la recherche, la chance ou les jeux au hasard, l'esprit colonial, le communautarisme, la rationalité ethnique ou tribale. Nous allons parcourir ces diverses formes, appelons-les entre guillemets rationalités, pour voir comment est-ce que nous passons de là pour être des scientifiques capables de transformer notre univers. Est-ce que cela vous convient? Oh, ça marche, ça marche. Merci professeur Mouchili. Commençons par rappeler pour notre téléspectateur qui n'a peut-être pas regardé la dernière émission ce que c'est qu'un obstacle épistémologique. Un obstacle épistémologique, c'est tout ce qui pourrait nous tirer vers le bas lorsqu'on a décidé. Ce sont des formes de pesanteurs qui peuvent nous empêcher d'accéder au véritable savoir. Parce que peut-être on est encore marqué par un certain nombre de croyances, de traditions ou de religiosité, ou alors qu'on est fait pour connaissance que ce qui est donné immédiatement. C'est à partir du moment où on a dépassé le donné immédiat pour penser l'expérience autrement qu'on sort de l'obstacle épistémologique. Croire que le donné immédiat est un donné qui pourrait être un savoir, c'est sombrer dans l'obstacle épistémologique, qui est cette forme de pesanteur qui vous amène vers le bas et qui ne vous permet pas d'accéder à la science. Oui, prof. Comme ça, nous avons choisi de commencer par l'esprit religieux. Oui. Oui. Même sur le plan universel, il n'est pas qu'africain. Vous nous avez dit la dernière fois que l'esprit religieux avait été l'un des premiers obstacles à l'évolution de la science dans l'histoire universelle des sciences. Oui, quand on n'entend pas esprit religieux, déjà, toutes les religions ne sont pas des bombes à retardement par rapport à l'accession, à cette capacité d'accéder à la science. Il faut déjà savoir, quand vous lisez les écrits d'un Birago Diop ou de Amadou Hampâté-Bâ, qu'est-ce qu'ils vous disent ces deux-là? Que les Africains, pendant la période pré-esclavagiste et pré-coloniale, c'était des savants illettrés. Parce que ils avaient un rapport de communication avec la nature. Et dans ce rapport de communication, on voyait en la nature une source de production d'énergie. Et l'homme lui-même faisant partie de cette nature était aussi une autre source d'énergie qui, mise ensemble avec l'énergie de la nature, constituait le système monde. Un peu comme chez les stoïciens, où il n'existe pas une transcendance en dehors du cosmos. Voyez-vous, mais ces Africains ne pensaient pas que la matière était inerte. Donc, c'est surtout les religions judéo-chrétiennes qui nous ont entraînés vers cette conception de l'immédiateté comme savoir. Parce que ils ont hérité d'Aristote sa méthode de compréhension de la nature. Or, chez Aristote, quand bien même on dirait qu'il était physicien, c'était une physique fondamentalement a priori qui n'allait pas dans l'expérimentation en vue de constater la réalité d'une donnée qu'il exprime comme énoncé théorique. Voilà. Étant focalisé à ne comprendre le monde qu'à partir de la physique aristotélicienne, la religion
chrétienne, la religion musulmane, qui sont tous d'origine judaïque, ces deux religions ne se sont pas développées de manière à encourager l'émergence en l'homme de l'esprit critique. À ce niveau, lorsque les Africains sont pris dans l'engrenage du système colonial, ils vont progressivement abandonner leurs pratiques culturelles et religieuses au profit de ces religions révélées qui prônent le monothéisme. Oui. Voilà. Ces Africains se sont abandonnés à ces religions et progressivement ont abandonné l'esprit critique qui les caractérisait déjà, même si ils n'avaient pas systématisé leur savoir à partir des écrits. Oui. L'écriture leur a manqué. Ils sont restés au niveau de l'oralité. Mais ils avaient des interrogations précises sur la constitution, l'origine et l'avenir du monde. Birago Diop le dit. Et aujourd'hui, quand nous lisons des textes où on nous parle des morts qui ne sont pas morts, c'est pourquoi? C'est pour montrer, si vous faites une comparaison avec les données de la physique quantique, vous verrez que la décrépitude d'un corps humain du fait de la mort ne dissout pas totalement toute existence pouvant venir ou bien pouvant caractériser cet individu qui est mort. Il y a encore, aujourd'hui dans les laboratoires américains, on filme les spectres, c'est-à-dire ce qu'on appelle vulgairement le fantôme, parce que les phénomènes ayant constitué le corps de cet individu peuvent avoir tendance à se regrouper en vue d'un objectif précis. Mais ceci est possible pourquoi? Parce que déjà, c'est une loi de la physique que de dire que les phénomènes corpusculaires qui ont vécu longtemps au même endroit ont tendance à épouser les mêmes comportements et à se réunir. Donc, ceci peut déjà justifier la théorie africaine pour laquelle les morts ne sont pas morts. Oui. Oui. Dit vulgairement, on a l'impression que les Africains croient peut-être à la métamorphose ou au retour possible de mort. C'est que Nietzsche appelle dans sa philosophie la loi de l'éternel retour. Oui. Voilà. Mais à ce niveau, les Africains prouvent bien que leur tradition est arrimée à la compréhension qu'il faut avoir de la nature. Oui. Sauf qu'ils ne peuvent pas systématiser, ils ne peuvent pas calculer la vitesse peut-être d'un phénomène qui va vers un autre pour se constituer en un bloc et devenir un spectre. Non, ils ne peuvent pas le faire. Parce qu'ils n'ont pas initié leur méthode de connaissance en écriture également. Peut-être que la faiblesse a été de ne pas avoir la volonté de transformer le monde. C'est-à-dire, tout se passe comme si on a voulu entretenir le monde tel qu'il est sans vouloir le brutaliser. Oui. Bon, est-ce qu'ils ont même eu l'intention de transformer le monde? Oui et non. Oui, parce que nous voyons bien que du XIIIe au XVe siècle, le Mali était un empire riche et supérieur à beaucoup d'empires occidentaux. De la même période. Oui. Sauf que le Mali était détruit par ces mêmes occidentaux. Oui. Bon, ça ne veut pas, à partir de là, on peut comprendre que ces Africains du Mali avaient pour projet construire le monde. D'accord. Bon, maintenant, l'Afrique n'est pas que le Mali. Il y a des endroits où l'homme s'est contenté de se conformer aux données naturelles. Mais il faut aussi dire que le fait que l'histoire africaine n'a pas été écrite par les Africains peut cacher un ensemble de choses. Avons-nous eu le temps de prendre, j'allais dire, du temps pour penser par nous-mêmes notre histoire? Ou alors attendons-nous que notre propre histoire nous soit importée de l'Occident? Mais si c'est à partir de là que nous connaîtrons l'histoire de l'Afrique, alors il faut d'ores et déjà savoir
que nous ne connaîtrons jamais effectivement ce qu'est notre histoire. Oui, c'est qu'est l'Afrique. Oui, oui. Revenons à la raison religieuse que nous posons comme obstacle épistémologique. Et on voit de plus en plus dans notre contexte comment est-ce que l'Église semble être le lieu d'attente d'une vie qui va changer demain, d'une situation qui va changer, d'un travail qu'on veut obtenir, d'un mariage qu'on recherche. Est-ce que cet esprit, est-ce que cette raison religieuse nous a pas justement donné d'abandonner la raison? Disons déjà que la raison religieuse n'est pas réflexive. Quand nous faisions les mathématiques autrefois, au secondaire, il y avait des parties des ensembles qui étaient en relation avec elles-mêmes. Oui. C'était la relation de réflexion. Réflexivité, oui. La réflexivité, vous voyez, oui. Cette réflexion pour un élément de l'ensemble qui va de lui-même pour arriver à lui-même. Oui, oui. Voilà. Bon, dans le cas de la raison religieuse, nous n'avons pas à avoir un lien avec nous-mêmes. Nous avons à avoir un lien avec un principe transcendant qui se situe au-dessus de nous. Oui. C'est-à-dire, notre raison est dictée par une dimension verticale de la réalité que nous ne pouvons véritablement maîtriser la puissance qu'on lui accorde. Oui. Voyez-vous? Oui. Bon, on parle d'un postulat pour penser une cosmologie qui fonde la réalité du monde à partir d'un principe créationniste. Et on n'est pas obligé d'en faire la démonstration, mais on nous exige d'y croire. Et parfois, nous sommes obligés de croire que c'est ceux qui croient sans avoir vu qui sont destinés au royaume. Dit des cieux. Oui, de Dieu, oui, oui. Oui. Mais c'est un principe qui invite à l'attentisme. Parce que on nous montre à cette occasion qu'on n'a pas nécessairement besoin d'être un grand travailleur pour bénéficier des bienfaits de la vie, des choses qui peuvent rendre la vie heureuse. Mais dans le cadre de la réflexion mathématique, du raisonnement mathématique, de la raison mathématique, le principe de la réflexivité nous montre bien que tout part de l'homme pour arriver à l'homme. Voyez-vous? C'est-à-dire, c'est un processus de déconstruction de toute forme de théocratie, non pas nécessairement pour fonder une sorte d'athéisme, comme cela pourrait être interprété au premier abord, mais pour voir s'il est possible, si nécessairement on doit être allié à une transcendance, ou si on doit être dépendant d'une transcendance, si on va nécessairement y aller avec les yeux fermés. Donc, du coup, on peut penser qu'il y a dans cet esprit, cette raison, appelons-la entre guillemets, religieuse, une fuite de responsabilité de l'humain. Une fuite naïve de responsabilité. Parce que les Occidentaux qui nous ont amené le christianisme, créé par eux-mêmes, n'ont pas développé leurs États parce qu'ils étaient profondément croyants. Mais c'est parce qu'ils ont mis en avant un principe de travail qui est totalement déconnecté de la religiosité et fondamentalement déterminant dans le processus de transformation de la société. Oui, oui, parce que on ne peut pas, à l'heure actuelle, croire que l'Occident est arrivé où il est parce qu'il a beaucoup cru. Non. Nous sommes en train de voir dans l'Occident actuel des pays qui s'opposent sur des principes qui nécessairement n'ont pas une valeur permettant de se développer davantage. Par exemple, vous voyez, en Hongrie, on dit non au LGBT. Dans d'autres pays, on dit oui. Voyez-vous? Parce que on se dit, est-ce que le savoir humain doit nous amener
à un niveau tel que on peut avoir des transgenres. L'homosexualité peut être célébrée. Mais si l'homme est libre, et si la même Bible pense dans sa Genèse que Dieu a créé l'homme libre, est-ce qu'il y a un niveau de liberté qu'on ne devrait pas atteindre? Voyez-vous, la société contemporaine a créé même des invectives réservées aux personnes qui s'opposent à ces pratiques. On parle d'homophobes. Oui. Et ils revendiquent des droits. Est-ce un droit essentiel à l'existence ou est-ce simplement un droit de civilisation? C'est-à-dire, est-ce que ce qui n'augmente pas nécessairement nos chances de survie ne fait pas de nous des humains un peu plus encore humains? Est-ce que des États doivent avoir à réfléchir sur de tels combats qui ne consistent que en la promotion ou en la défection de nos instincts libidinaux? Libidinaux, oui. C'est ce que vous évoquiez souvent quand vous parlez de la société au-delà du bien et du mal. Oui. Maintenant, parlons de l'esprit magique. Parce que chez nous, quand on n'a pas une raison adossée sur le religieux, quelquefois on a une raison adossée sur un fétichisme qui quelquefois est la tutelle, au sens kantien du terme, de laquelle nous raisonnons. Oui. Disons que Ebenezer Djomolé, dans de la médiocrité à l'excellence, parle déjà de ces obstacles épistémologiques caractéristiques de l'Africain. Il a même parlé dans ce même livre de ce que les Africains de plus en plus pensent que quand on est déjà civilisé, on doit avoir adopté l'homosexualité. Bon, maintenant, la mentalité magique, c'est... Ici, là, on veut croire qu'il y a une possibilité de créer des raccourcis pour atteindre des objectifs qui, normalement, ne peuvent se construire que laborieusement. C'est-à-dire, on a la possibilité de créer des détours pour atteindre des objectifs, des résultats probants, sans au préalable avoir mis du temps pour comprendre le processus d'élaboration de cette nouvelle donnée qu'on veut créer. Prof, est-ce que c'est possible? Possible ou pas possible, c'est avilissant. Ou bien c'est une insulte à l'endroit de la raison humaine qui se veut une intelligence qui crée, qui innove et qui transforme. Et l'intelligence ne s'effectue pas dans la facilité. Parce que la difficulté, les obstacles sont le chemin de l'intelligence. Oui. On ne peut pas se dire intelligent si on n'a pas réussi à surmonter des obstacles. Voilà. Or, la magie, ici, généralement, ceux qui pensent pouvoir exploiter cette donnée se disent super puissants et fondent cela sur une intuition propre à des individus initiés de façon ésotérique. Voyez-vous? Oui. Bon, quand vous avez atteint ce niveau d'appréhension des choses, vous vous dites, je peux me retrouver à Londres demain matin sans avoir à prendre un avion. Voyez-vous? Oui. Bon, mais maintenant, je ne sais pas si vous pouvez aussi demander, si vous pouvez faire cette pratique médicale, vous pouvez aussi demander à un chef d'État d'être reçu par un autre chef d'État. De la même manière. De la même manière, parce que je ne sais pas comment. C'est vrai que des pratiques qui sortent de l'ordinaire sont quelquefois possibles. Mais maintenant, quelle est cette passion
à développer une sorte de raccourci dans la recherche des résultats, alors que cela n'a pas d'incidence sur le vécu quotidien de tous. Est-ce qu'on peut s'interroger sur leur rationalité? Est-ce qu'on peut expliquer les démarches? Aujourd'hui que la physique quantique est née, il y a beaucoup de choses qu'on mettait dans la rubrique des magies qui sont ramenées à la raison. Qui sont ramenées à la rationalité scientifique. Oui. Parce que, regardons un peu ce qu'on appelle aujourd'hui la télépathie. La télépathie, même si ce n'est pas de la magie. Bon, à partir du moment où deux phénomènes qui ont vécu le plus longtemps possible à un endroit ont tendance à s'attirer, voyez-vous, bon, ça c'est à l'échelle microscopique. À l'échelle macroscopique, ça peut se manifester. Sachez donc que chaque fois que vous aurez tendance à penser à quelqu'un qui n'est pas présent, mais avec qui vous avez été, il y a de fortes possibilités que cette personne soit entraînée à penser à vous également. Et vous aurez tendance à chercher à vous rencontrer. Oui. Ça, ce n'est pas de la magie. C'est juste que nous sommes aussi matière. Et les données quantiques de notre appareillage macroscopique obéissent aux mêmes lois de la physique. Parce que la vie obéit à trois principes. Le principe de la biologie, le principe de chimie et le principe physique. Ces trois principes s'apprennent dans trois disciplines précises. Qu'est-ce que l'homme en physique? La physique donnera sa réponse. La chimie donnera sa réponse. Oui. Et la biologie? La biologie. Quand on dit pour produire la pensée, il faut que des neurones fonctionnent. Comment ils fonctionnent? À partir d'un ensemble d'interactions directes et indirectes qui créent un mécanisme biochimico-électrique qui donne lieu à l'émergence de la pensée. Voyez-vous? Le bio, c'est le biologique. Le chimique, oui. Et l'électricité est physique. Et physique, oui. Oui. Alors, nous voyons donc qu'il n'y a pas de vie humaine qui s'exprime au-delà de ces principes. Voilà les trois principes. Bon, maintenant, la propension à la liberté, à l'expression de la pensée libre, cela est dû à la plasticité même de ces cellules nerveuses. Oui. Bon, ces cellules nerveuses, parce qu'elles sont en grand nombre dans le cerveau humain, nous prédisposent au dépassement de notre animalité, au profit de la rationalité ou bien de l'intelligence qu'on ne retrouvera que chez l'humain. Bon, maintenant, les obstacles épistémologiques qui nous entraînent vers le bas sont liés au fait que n'ayant pas suffisamment été entraînés, ça c'est le rôle de l'éducation et de la formation, pour dépasser des considérations essentiellement instinctives, alors on sombre dans des croyances naïves et où le fétichisme devient le principe moteur caractéristique de notre façon de percevoir ou d'appréhender le monde. Et nous avons commencé par l'esprit religieux, nous sommes passés par l'esprit magique. Est-ce que ces deux niveaux de rationalité, je dis bien entre guillemets, ces deux niveaux de perception du monde nous ont peut-être imposé une autre attitude? C'est le secret. Et on voit bien que même dans nos traditions, ceux qui ont des sphères, des pôles de connaissances se comportent comme des gens qui doivent les détenir et jamais les partager. On ne discutera jamais sur comment est-ce qu'on fait pour faire tel ou tel autre rituel dans un village parce que c'est le potentiel d'un tel qui s'en sert aujourd'hui avec l'avènement, l'entrée en jeu de la monnaie, de l'argent, pour se faire une vie, en faire un métier. On va voir comment à l'université, par exemple, on a des enseignants qui ne partagent pas les résultats de leurs recherches. Il n'y a pas un espace d'ouverture entre les chercheurs qui permettrait que, ensemble, ou bien de manière discursive, qu'on essaye d'avancer collectivement. Donc, le secret ne pourrait-il pas être considéré aussi comme un obstacle épistémologique? C'est à ce niveau que dans la hiérarchisation des savoirs, la science est au sommet de la hiérarchie. La science est ouverture. Le secret
devient ésotérique. Oui. Et dans cet ésotérisme, qu'est-ce qu'on veut cacher? Si vous avez une passion pour une chose qui n'a pas d'incidence sur le vécu quotidien de tous, ce n'est pas une passion à promouvoir. Ce n'est pas une passion à promouvoir parce que le savoir doit s'ouvrir à tous. Voyez-vous? C'est vrai que le savoir scientifique est élitiste, mais la science n'est pas élitiste parce que on doit censurer parmi les hommes ceux qui peuvent accéder au savoir et ceux qui ne peuvent pas. Non, c'est élitiste juste parce que l'effort que cela exige de nous nous oblige à nous débarrasser de certaines considérations qui seraient partisanes. C'est vrai que lorsqu'on voit le tournant de la science, le tournant qu'a pris la science avec les auteurs, les savants, les philosophes comme Kuhn et Feyerabend, on pourrait croire que c'est logique de casser cette volonté de placer au-dessus de tous les savoirs la science, parce qu'il faut démocratiser, il faut atomiser les savoirs, et quelquefois, il faut mettre au même piédestal les différentes formes de savoir. Mais encore faut-il qu'on inscrive la magie et l'ésotérisme parmi les savoirs. Parce que le savoir scientifique, quand on parle de sa démocratisation, c'est son ouverture à tous et pour tous. Voyez-vous, on vulgarise la science. On ne vulgarise pas le secret. Le secret, ça signifie qu'il y a un domaine de connaissances réservé à des personnes particulières, soit parce que ces personnes sont initiées, soit parce que ces personnes sont les seules à être au courant de ce phénomène. Professeur, est-ce que la méthode parfois n'est pas secrète et que ce qui est vulgarisé, c'est le résultat? Non. La science est dans la méthode. La connaissance est dans la méthode. Voyez-vous? Oui. Bon, maintenant, le résultat n'est pas le premier critère permettant de déterminer la scientificité d'une théorie. Oui. Parce que lorsque vous faites une équation mathématique et que vous arrivez à la réponse fausse, tout le monde sait que c'est faux parce que le cheminement que vous avez suivi ne permet pas de faire correspondre le résultat à la formule. Oui. Voyez-vous? Oui. Bon, or, lorsque vous avez pris sur vous de cacher, n'est-ce pas? La démarche. La démarche, alors vous êtes dans l'ésotérisme. Oui. Vous êtes dans l'ésotérisme. Oui, oui. Parce que quand on parle de méthode en science, ça s'enseigne de façon... C'est ouvert, la science, à tout le monde. Oui. Et tout le monde peut y participer. Tout ce qui relève du secret ou de l'ésotérisme n'est plus la science. C'est même un obstacle épistémologique. Mais on peut se demander, celui qui nous regarde va se demander, quand on parle du secret des Occidentaux, de quoi parle-t-on? C'est pour ceux qui ont cru que la science était occidentale. Oui, parce que si la science était universelle, nous on découvrait dans un livre comment fabriquer un avion. Peut-être qu'on en aurait fabriqué. Justement, mais ça ne signifie pas que... Mais quand on étudie le phénomène de la pesanteur, on peut aussi chercher à savoir qu'est-ce qui pourrait défier la pesanteur. Vous voyez, quand un objet va vers le haut, la Terre a tendance à l'attirer vers le bas. Bon, la question qui permet de penser l'avion, c'est comment défier la pesanteur. Oui. Voyez-vous? Oui. Et des gens se mettent au travail pour défier la pesanteur. Ça commence comme une question métaphysique, mais ça aboutit à une réalité scientifique. Oui, mais maintenant, il faudra inventer une méthode qui permet de donner une force de propulsion aux engins qu'on fabrique pour que cette force de propulsion défie le phénomène d'attraction que la Terre existe sur des objets qui exercent sur les objets qui sont en altitude. Qui veulent se déplacer. Oui, oui. C'est ça le problème. Bon, maintenant, il faut étudier donc les différentes formes d'énergie qui caractérisent les différentes données de la nature. Et c'est à ce niveau qu'on lie l'humanité en l'homme. Parvenir à la réalisation d'une chose
qui n'a pas existé. Mais on peut avoir imité la nature. Par exemple, on a vu un oiseau voler. Comment défie-t-il la pesanteur? Oui, mais seulement l'oiseau peut voler pendant combien de temps? L'oiseau peut aller jusqu'à quelle altitude? Oui. Mais on peut alors, à partir des données naturelles, penser. Personne ne dit que l'homme est une improvisation créatrice. Ça signifie qu'il peut anticiper sur les données naturelles en pensant autre chose que ce qui est. C'est ça qui est ce qu'on appelle en langue l'intelligence. Cette intelligence productrice d'un nouvel environnement. Cette intelligence capable de transformer l'environnement, de créer un nouvel environnement, d'inventer même son environnement. Voyez-vous, le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui n'est pas une donnée naturelle. C'est à partir d'un axe des abscisses désordonnées qu'on a pensé le monde en hémisphère, qu'on a pensé le monde en points cardinaux, qu'on a pensé le monde en ce qu'on appelle aujourd'hui fuseau horaire. Ce ne sont pas des données qui existent naturellement. Ce sont des artifices scientifiques qui ont construit la réalité que nous avons aujourd'hui de la nature. C'est pour ça que le mot nature est de moins exploité au profit de celui des mondes. Parce que le monde, c'est une création des sciences physiques. Okay. Prof, est-ce que dans un contexte comme le nôtre, où chacun fait sa science de manière isolée, oui, de manière secrète, j'ai envie de dire, oui, est-ce qu'il est possible de faire une science qui serve à la société? Disons que l'environnement de la recherche dans nos pays pauvres n'est pas de nature à favoriser la rencontre Des chercheurs. Ça veut dire être isolé ne signifie pas évoluer dans le secret. Être isolé ici traduit simplement l'incapacité pour nos pôles de recherche de créer des moments, des occasions, des discussions sur la possibilité de fusion de ce qu'on cherche. Voyez-vous? Bon, maintenant, est-ce qu'on va continuer à en rester là? Il ne faut pas que la pauvreté qui caractérise nos pays, généralement pauvres et très endettés, soit aussi un obstacle épistémologique. Oui. Non, la pauvreté ne peut pas être un état d'être. Bon, excusez la répétition. Mais la pauvreté doit être perçue comme un défi à relever. C'est-à-dire, comment faire de la pauvreté qui est un obstacle à l'épanouissement existentiel une chose qui pourrait relever du passé? Notons que ce défi de dépassement de la pauvreté peut se résoudre justement par la recherche. Absolument. Il n'y a que la recherche et la recherche scientifique. Et quand je parle de la recherche scientifique, ne restons pas seulement au niveau mécanique et technique de la science. Il y a aussi l'éducation des mentalités à l'acceptation de cette science. Et du coup, on peut considérer que si nous continuons depuis des décennies à lutter contre la pauvreté, on peut s'interroger sur la nature de notre recherche. Oui, nous luttons contre la pauvreté. Est-ce que notre lutte consiste à remettre en question un état d'être non favorable à notre épanouissement? Plus nous verrons des gens mourir dans l'île de Lampedusa, plus nous saurons que nous sommes davantage pauvres. Oui. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour créer le sens inverse? C'est-à-dire faire en sorte que nos pays deviennent des pôles d'attraction des autres vers nous. Voyez-vous? Oui. Mais c'est un effort continu qui exige d'abord l'implication du politique qui crée une atmosphère favorable à l'épanouissement de l'intelligence. Oui. Voyez-vous? Oui. Bon, maintenant, si vous êtes dans des conditions de travail telles que vous ne pouvez pas par vous-même publier, écrire un livre et le publier, et pouvoir même acheter ce livre, ou alors pouvoir avoir au moins un certain nombre d'exemplaires de votre propre ouvrage, vous pensez que la recherche va s'envoler comment? Non, on est dans un contexte, notre recherche n'est pas rudimentaire, mais le contexte dans lequel nous cherchons est rudimentaire. Mais peut-être parce que les politiques qui doivent encourager la recherche n'y croient pas. Non. Quand on dit qu'ils n'y croient pas, ça signifie qu'ils savent que ça peut produire des fruits.
Bon, on ne va pas dire qu'ils ne croient pas. Vous pensez qu'ils ne savent pas? Non, non, non. Ce que je pense, c'est que la publicité faite autour de la recherche ne les attire pas suffisamment. Oui. Et la politique devient le seul sport favori des élites de ces pays, de ces différents pays tropicaux en Afrique. Bon, ça signifie que le seul domaine qui puisse faire foule dans nos pays, c'est la politique. Parce que nous restons dans une situation de promotion de la démagogie. Oui. Et non dans une politique d'incitation au développement. Oui. Parce que le développement exige de nous un investissement continu et une possibilité de détection des pôles de production d'une recherche pouvant transformer notre milieu. Voyez-vous, il n'y a que la science pour nous donner la force nécessaire qui va nous rendre capables de résister aux forces qui sont en train de nous engloutir, de nous phagocyter, de faire en sorte que la mondialisation ne soit qu'une relation à sens unique, parce qu'il y aura un pôle qui donne le ton et un autre pôle qui exécute, qui accepte sans avoir le temps de concevoir ou bien de penser dans quelle mesure ce qu'on lui impose pourrait être la voie idéale pour sortir de la pauvreté. Voyez-vous, tout à l'heure, il y a eu une autre émission où nous avons parlé du dumping. Mais si les conditions de réalisation de l'industrie dans nos pays sont déjà plombées par une fiscalité qui ne favorise pas l'expansion des investisseurs, c'est-à-dire l'émergence des investisseurs. Comment voulez-vous qu'on s'attende à être émergent? Même en 2035, ce ne sera pas possible. Voyez-vous, nous ne devons pas entrer peut-être dans des critiques qui vont peut-être révéler notre tendance à avoir des positions politiques. Mais nous disons tout simplement qu'il faut exploiter les ressources humaines qu'on l'on forme afin que cette formation donne des fruits. Professeur Mouchili, l'idée vraiment de notre émission, c'est de ramener la responsabilité historique sur le sujet. Oui. Le sujet, l'individu capable d'action. Pas une simple responsabilité, mais que le sujet sache qu'il est auteur de l'histoire. En effet. Oui, oui. Comment est-ce qu'on fait? C'est la 4e étape de notre parcours. Oui, comment est-ce qu'on fait dans un contexte où l'individu croit en la chance? L'individu va croire en la chance parce que le contexte n'est pas favorable à l'émergence du mérite. Voyez-vous? Oui. Et quand il n'est plus question de compter sur le mérite, mais sur la chance, on peut paresser. C'est comme des dés qu'on a jetés, qu'on peut piper à tout hasard. Oui. Est-ce qu'on peut donner un contenu au terme de chance? Bon, ou alors c'est tout simplement un terme pour désigner les pôles d'existence où il n'y a pas d'objectivité. Oui, ça c'est l'absence d'objectivité. Cette absence d'objectivité fait que lorsque vous calculez le nombre de probabilités favorables à votre insertion sociale, quand vous voyez que c'est très amoindri, oui. Pour parler comme le vulgaire, le profane, on va dire, je n'ai pas assez de chance. Oui. Mais pourquoi on le dit? On le dit justement parce que on a de moins en moins l'impression, on a de moins en moins la conviction que l'effort paye. Mais vous verrez que dans ces États où l'effort continu et soutenu paye de moins en moins, vous verrez dans ces États que paradoxalement,
les nouvelles églises, qu'on appelle l'église de réveil, sont... Plus on a moins de chances de travailler, moins on fournit l'effort pour ce travail et davantage on peuple les églises. Voyez-vous? Bon, ça signifie que notre objectif, quand nous n'avons pas un grand nombre de probabilités de réussite, c'est d'occuper sa vie autrement. Ce ne sont pas des gens de foi qui sont dans les églises de réveil à danser à longueur de journée. Ce sont des gens qui sont en train de chercher une autre voie de sortie. Sortie, ici, ne signifie pas de réussir nécessairement dans la vie. Mais c'est des gens qui disent, si nous n'avons pas réussi ici, nous pouvons réussir dans la vie après cette vie sur Terre. Voyez-vous? Tout à fait. Oui, oui. Parce que si nous devons travailler pour réussir et que les chansons en longueur de journée à l'intérieur d'une église ne peuvent donner lieu à la réussite, alors on cherche autre chose qui n'existe pas sur Terre. Mais comment... Bon, maintenant, il faudra, si on veut inverser la courbe, faire comprendre à ceux-là que là-bas n'est pas l'endroit où ils doivent être s'ils veulent réussir. Professeur Moucheli, relevons quand même que la notion de chance devient un peu comme un poison dans l'esprit collectif. Vous voyez, vous qui êtes prof d'université, très rapidement comme ça, ceux qui vous connaissent ne vont pas envisager que c'est par votre travail que vous y êtes arrivé, mais c'est davantage parce que vous êtes chanceux que vous êtes arrivé. Et du coup, au lieu de se mettre au travail, c'est-à-dire à la recherche, à l'interrogation, au questionnement sur soi, par un retour sur soi, on va chercher dans les autres formes d'esprit, on pourrait compter l'esprit religieux, l'esprit magique, le secret et tout ce nous avons cité tout à l'heure, pour essayer d'avoir une présence dans l'environnement où on est. Oui, ce que je dois vous dire, c'est que un travail continu, soutenu en permanence, paye nécessairement. Oui. Ceux qui le disent généralement n'ont pas fourni le même effort que vous. C'est, voyez-vous, la bouche doit parler. Et en chaque circonstance, on doit trouver les mots pour dire des choses. Oui. Mais est-ce que les mots décrivent toujours la réalité? Nous avons eu à faire une émission sur le mot et la chose. Et la chose, oui. Voilà. Oui. Si la chose, c'est la réalité vécue, ce n'est pas parce que de moins en moins on réussit, même quand on a fourni des efforts, qu'on devrait baisser les bras. J'ai dit ici que la difficulté doit être le chemin. À partir du moment où vous aiguisez suffisamment votre intelligence, vous trouverez des astuces pour contourner ou bien pour franchir les obstacles dressés sur le chemin de la marche de l'histoire. L'histoire ne connaît pas de rupture s'il n'y a pas de tentative de révolution. Ça veut dire que l'histoire n'est pas linéaire. Oui. Nous devons, je parle toujours des masses critiques. Comment devons-nous faire, nous, bon, pour ceux qui estiment qu'ils appartiennent à la communauté de la cité qu'on appelle la jeunesse, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Prendre conscience de la force Qu'il représente. Oui, qu'il représente. Sur le plan personnel aussi. Oui, déjà, c'est un travail Parce que qui commence individuellement. Oui. Mais si tout le monde le fait, on pourrait arriver à un niveau où tout le monde a le même idéal. Oui. Vivre de façon épanouie. En ce moment-là, on ne va travailler que dans le sens de l'épanouissement. Oui. Si nous sombrons dans la léthargie parce que les horizons sont fermés, parce qu'on ne peut plus rien étant donné que tel et tel n'ont réussi que parce qu'ils avaient telle ou telle autre personne haut placée, alors on se trompe, on n'est plus des humains. Oui. C'est-à-dire, si l'homme était un être en situation et que la douleur de l'obstacle, la douleur que crée l'obstacle, est sa caractéristique principale, ou est son maître, Oui. alors il n'y a pas de raison
qu'un obstacle soit un frein à la recherche. Un obstacle doit être la raison. Stimulant. Oui, voilà. Un stimulant. Le facteur stimulant Oui. de la volonté de se dépasser. Surtout que notre humanité s'exprime davantage à partir du moment où on a bousculé l'obstacle. Dans aucun pays, on a pensé qu'il fallait construire l'État en distribuant aux gens des dividendes quotidiennes. Non. Du coup, la force de l'État, c'est l'individu, c'est l'association des individus. Oui. Ok. Et cette force se manifeste dans des pays où vous allez constater que c'est le privé qui développe l'État. Oui. Voyez-vous. Ok. Nous sommes dans des États qui ont focalisé l'esprit de tous les citoyens donc, on est déterminé par l'exercice du pouvoir politique. Oui. Non. On doit être déterminé par cette volonté dans la puissance de réalisation de soi-même. Oui. Cette individualité qui devient le privé est l'occasion ou bien la chance que, en ce moment on peut parler de chance, Oui. que peut avoir un État de sortir même de la pauvreté. Peut-être parlons d'opportunités. Oui. Mais ces opportunités ne sont pas données, hein. Il faut les créer. Il faut les créer. Oui. Et même quand on parle de chance, cette chance n'accorde ses faveurs qu'à ceux qui persévèrent. Oui. La chance ne peut pas accorder ses faveurs aux paresseux. C'est pour cette raison, en science, on parle de la sérendipité, qui signifie, pour interpréter cette notion propre à Henri Poincaré, pour trouver, sans chercher, il faut avoir longtemps cherché sans trouver. Oui. Ça, cette expression d'Henri Poincaré, ce n'est pas pour tout le monde. Oui. Vous voyez bien que c'est ceux qui ont longtemps cherché, sans trouver, qui finissent par trouver, quand même ils ont eu l'impression, parce que celui qui a inventé la pénicilline, il a fait la recherche. Oui. Fatigué, il est rentré chez lui. Le lendemain, il voit que tout ce qu'il a laissé dans son laboratoire était périmé, avait une mauvaise odeur. Oui. C'est de là qu'est partie la pénicilline. Oui. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est resté au cas. Disons que on peut résumer tout ça en disant que la recherche ou le savoir, c'est une bouteille jetée à la main sur laquelle on a collé l'étiquette attrape qui peut. Oui. Voyez-vous. Donc, si vous ne savez pas nager, vous n'allez pas attraper une bouteille jetée à la main. C'est sûr, professeur Mouchili. Maintenant, regardons un peu sur le plan collectif un autre gros obstacle, à notre avis, épistémologique de chez nous, c'est l'esprit colonial. Oui. C'est cette pensée qui consiste à voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas à travers les Occidentaux. Oui. On a un passé qui nous colle à la peau et qui fait que nous avons peut-être renoncé à ce que nous sommes en donnant à notre passé de dire ce que nous devons être. Oui. On peut répondre à cette question en partant de cette expression de Thomas Sankara. Même l'esclave qui refuse d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'appuie sur son sort. Et je voudrais aussi citer un mot propre, bien, que je dois à un de mes enseignants de l'université, il est anthropologue, le professeur Bondje Djengele. Ça, c'est ce qu'on appelle l'endocolonisation. C'est-à-dire, nous vivons comme si on avait colonisé nos mécanismes de réflexion. C'est-à-dire, on n'est plus tenu par une idéologie, mais c'est comme si on avait injecté en nous une puce biocompatible qui retarde nos mécanismes mentaux et nous amène à nous penser nécessairement comme des vulgaires colonisés. Et le colonisé ne lit pas un livre supérieur à Mamadou et Bineta sont devenus grands. C'est le coup moins d'eux. Oui. Bon, maintenant, est-ce que la post-colonie doit nécessairement demeurer attentiste de ce que produit l'ancienne puissance coloniale? Moi, je pense pour ma part que nous devons faire un effort de culture. Culture en ce sens que
on peut même voir chez Marcel Towa qui parlait déjà d'une décolonisation des concepts. Il a été très appuyé en ce sens par Hubert Mononjana, qui dit que décoloniser les concepts, c'est savoir qu'on peut être capable de produire notre propre histoire sans vouloir toutefois savoir si on a déjà égalé le blanc dans le mode de vie, égalé l'occidental dans la façon de manger. Non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de savoir ce qu'on veut pour notre réussite existentielle et de déterminer les moyens pour y parvenir. Oui. Voyez-vous? Parce que nous faisons la philosophie. C'est quoi la philosophie? La philosophie, c'est l'interrogation sur notre origine. L'interrogation sur vers où allons-nous? Avec quoi, avec qui pouvons-nous y aller? Oui. Voilà donc des interrogations fondatrices de l'esprit critique qui règne dans la philosophie. Si nous-mêmes nous en sommes capables, pourquoi ne sommes-nous pas capables de savoir que la science est le patrimoine commun de l'humanité et que par conséquent, nous devons saisir, nous n'avons pas à aller voler quoi que ce soit sur les Occidentaux, nous n'avons qu'à apprendre à savoir que les Occidentaux ont développé cette curiosité qui les a amenés à faire le tour du monde pour voir ce qui se fait ailleurs. Nous sommes encore habitués à nous cantonner dans notre tradition pour ne voir le monde qu'à travers cette tradition. Voyez-vous? Mais on n'est pas capable de se développer si nous sommes enfermés sur nous-mêmes. Et quelquefois, nous opposons nos traditions. Et c'est là, nous avons fait une émission sur qu'est-ce que la thématique, c'était qu'est-ce que la modernité. Oui. Chez nous, nous opposons nos traditions à la modernité, pour ce qu'on peut appeler les occidentophobes. Oui. C'est-à-dire que pour eux, tout ce qui vient de l'Occident est mauvais, comme pour d'autres encore, tout ce qui vient de l'Occident serait bien. Donc, et ce qui entraîne dans un radicalisme sectaire, oui. Un peu comme on peut voir dans l'idéologie qui anime cette secte Boko Haram, oui. qui veut instituer l'obscurantisme, oui. qui veut voir émerger un monde où les libertés n'existent plus. Bon, ce qu'on doit faire, c'est de continuer à vivre dans une logique d'ouverture progressive du monde. Et cette ouverture consiste à quoi? À rendre accessible à tous et pour tous l'enseignement de la science, le développement de la science, la pratique même de la science, parce qu'il ne s'agit pas de théoriser tout simplement. Oui. Voyez-vous? Donc, ceci signifie que on peut prendre ou bien imiter chez l'occidental cette vivacité dans la curiosité. Imaginez-vous qu'on soit en train de faire la mathématique avec des chiffres romains. On ne s'en sortirait pas. Les chiffres arabes ont fluidifié la recherche mathématique. L'algèbre a rendu les calculs plus faciles. Et aujourd'hui, les Arabes ne sont pas ceux qui ont développé le plus la mathématique. Oui. Pourtant, ce sont eux qui ont créé les chiffres usités en mathématiques. Quand même ils auraient développé l'algèbre, ils ne sont pas allés jusqu'au niveau où ils pouvaient déjà exploiter et coloniser l'espace et le temps. Oui. Voyez-vous? Oui. Pourtant, ils ont eu tous ces potentiels à travers les chiffres qu'ils ont inventés. Les Indiens ont compris très rapidement avant les autres civilisations que le néant n'existe pas. C'est pour ça qu'ils ont fait le zéro. Oui. Quand vous écrivez zéro dans votre cahier, ça occupe un espace. Ce n'est pas le néant. Pas le néant, oui. Voilà. Oui. Et du coup, c'est cette dimension d'ouverture aux autres qui nous permet de donner un contenu à notre réalité, de transformer notre quotidien, au lieu d'attendre que les autres viennent le transformer à notre place. C'est ça. Oui. Nous ne devons pas être de simples consommateurs
des choses venues d'ailleurs. Oui. Nous devons aussi être producteurs. Mais il y a des pays africains qui commencent à sortir du lot. Oui. Vous n'allez pas dire que le Nigeria est comme tous les autres pays de l'Afrique tropicale. Il y a des pays dans lesquels on observe un déploiement du secteur privé qui rend possible le développement. Parlons un peu de la dépendance épistémique. Oui. Parce que même dans nos travaux de recherche, on a l'impression, ou bien jusqu'à un certain temps, on avait dans nos ouvrages, ceux qui veulent poser les problèmes de l'Afrique, commençaient toujours comme si l'Afrique avait commencé avec la traite des esclaves, la colonisation. Voilà. Mais vous posez la question comme si ça s'agissait du passé. C'est encore très prégnant chez nous. Oui. Il y a des gens qui se réclament encore. Esclaves. Bon. Oui. Quand on dit je suis kancien, je suis popérien, je suis... bon, est-ce que vous pensez que on est dans la pensée indépendante? Non. Vraiment, on n'est pas obligé de partir des paupeurs pour penser les conditions de résorption du problème d'analphabétisme dans un pays. Nous avons nos données. On a dit, et même ces philosophes desquels nous dépendons, mais ils disent eux-mêmes que ce sont les événements de l'histoire qui produisent les philosophes. Nous avons nos événements qui doivent produire des philosophes en fonction de ce que ces événements ont créé comme principe pouvant attirer l'attention des penseurs. Le penseur doit exprimer son ressentiment, cette fois-ci ressentiment, non pas comme émotion, non pas comme instinct, mais son ressentiment rationnel. Oui, sa perception. Oui. Par rapport à un événement qu'il a vécu. Quand Hegel dit que les esclaves ne sont esclaves que parce que par nature, ils se sont déterminés à accepter d'être esclavagisés. Oui. Mais en même temps, il dit, chaque philosophie est fille de son temps. Oui. Ça veut dire que cette petite contradiction à l'intérieur de la philosophie hegelienne devrait être pour nous un enseignement, nous invitant à comprendre que nous ne serons dépendants des autres que parce qu'on n'aura pas refusé on n'aura pas accepté de prendre notre indépendance. Parce que les autres n'ont aucun moyen de nous contenir ou bien de nous maintenir en esclavage pendant tout le temps. C'est à nous de sortir de nous-mêmes pour nous envisager autrement et faire en sorte que celui-là qui a tendance à nous esclavagiser n'y pense même plus. Sauf que, et ça va être la 6e étape de notre développement, sauf qu'on s'envisage très peu comme des individus, parfois seulement comme des communautés. Oui. Donc, et vous allez, on peut se rendre compte que justement, la communauté dilue l'individu. Oui. Ça a été le problème avec les no-philosophies, vous avez mentionné. C'est-à-dire que penser qu'il y avait une pensée globale et finalement une culture qui pourrait être la philosophie. Est-ce que cette dilution de l'individu dans une collectivité n'est pas un obstacle épistémologique fondamental de chez nous? C'est à ce niveau qu'il faut encore remettre sur la table l'intelligence sibylline du colonisateur, qui a exploité la tribalité pour que les pays colonisés, les anciennes nations colonisées, se posent en développant, en percevant la différence entre les communautés comme des obstacles à la vie paisible. Voyez-vous? Oui. Et en mettant en opposition les différentes communautés, on réussit à vous mettre, à développer entre vous, non pas le sens de l'acceptation de la différence ou de la diversité, mais le développement du sens du rejet de l'autre. Voyez-vous? Oui. Et on nous a plus enseigné
le repli identitaire que l'ouverture à l'autre. Ça, c'est les séquelles de cette même colonisation. Mais la question, c'est quel effort faisons-nous pour dépasser cette mentalité coloniale? Oui. Et c'est à ce niveau que je réinterpelle, je reprends la formule de Bondy et Djengele, c'est-à-dire l'endocolonisation. Oui. Comment ont-ils fait pour réussir à mettre dans notre subconscient, et même en éveil dans notre conscience, Oui. cet esprit de rejet de l'autre? Nous avons peut-être, prof, Oui. sur ce qui est de ce qu'on peut appeler le communautarisme. Oui. Nous avons peut-être entretenu, c'est-à-dire, il y a eu une action et notre réaction était peut-être de nous fermer sur nous-mêmes et de penser qu'on doit s'interprotéger et du coup, l'individu ne peut plus, même pour ou bien contre sa propre communauté, porter un regard critique. Oui, l'appartenance communautaire ne peut pas être négative, Oui. nécessairement. Mais il faut plutôt voir le repli identitaire qui peut en découler comme un problème social qu'il faut résoudre. Mais ce qu'on doit dire, c'est que comment en est-on arrivé là? C'est surtout parce que nous n'avons pas pensé que nos États devaient naître à la suite des nations qui se sont construites. Voyez-vous? Oui. Bon. On a pensé les États africains comme des amoncellements de tribus différentes. Et parfois vivant dans des rapports conflictuels. Mais on peut aussi penser la mise ensemble des différences comme la création d'une force qui pourrait surplomber même la force des puissances colonisatrices. C'est pour ça que je continue à dire que nous ne sommes pas encore résolument sortis de la mentalité coloniale. Oui. Et pour sortir de la mentalité coloniale, il faudrait qu'on se défasse de cette perception de l'étranger comme l'exemple. Nous devons nous construire nous-mêmes comme des exemples. Oui. Et l'exemplarité viendra du fait que on pourra, en tant qu'individu, développer une passion qui pourrait être désignée comme une cause nationale. Et là, il est important que l'individu commence à regarder même sa propre communauté comme un objet à étudier. Oui. Parce que quelquefois, Oui. on retrouve dans le domaine des sciences même notre manière de réfléchir. On peut raccoler à un auteur, on peut rattacher à un auteur une attitude de sa communauté particulière. Oui. Non, sachez déjà que l'instinct grégaire qui nous caractérise en premier, nous tous, en tant qu'hommes, Oui. ne nous permet pas d'accepter le premier venu qui serait étranger. Ça, c'est la caractéristique humaine première. Oui. C'est ce que Bachelard d'ailleurs appelait l'expérience première. Oui, oui. Oui. Il faut aller au-delà de cet instinct de survie. L'instinct de survie perçoit autrui comme un compétiteur par rapport à l'élément de subsistance. Oui. C'est-à-dire, nous sommes très nombreux à vouloir vivre. De cette bouteille. Voilà. Oui. Et mon instinct grégaire me pousse à te rejeter systématiquement parce que je veux cette bouteille pour moi seul. Oui. Voilà. Mais maintenant, à partir du moment où je commence à penser que la bouteille ne doit pas être seulement pour moi, mais elle n'est qu'une et ne peut suffire pour nous deux, on commence à penser à la production. Oui. Voilà. Mais pour penser à la production, il faut déjà se savoir comme un individu qui peut se dépasser et développer une passion qui a une incidence sur la communauté et au-delà même de sa communauté. Oui. Voyez-vous? Oui. Et c'est en ce moment qu'on intègre cette rationalité qui veut que nous soyons des hommes pour d'autres hommes. Vous voyez? Il y a Monseigneur Jean Baga dans un de ses écrits qui dit l'homme est un homme qui vit et qui fait vivre.
Voyez-vous? Il faut toujours que l'homme soit homme parce qu'il est membre d'une communauté et travaille pour cette communauté. Oui. Oui. Bon, on ne doit donc pas penser à un moment qu'il faudrait peut-être vivre comme dans un îlot où on n'a pas de rapport avec le reste du monde. Ça, on va vous broyer. Voyez-vous, vous ne pouvez vivre épanoui que si vous êtes en sécurité. Et la sécurité signifie le fait que dans votre communauté, d'autres ne vous envient pas parce qu'eux-mêmes, ils ont accès à ce qui peut les faire vivre. Et à partir du moment où vous êtes le seul à pouvoir bien vivre, vous êtes en insécurité. Tout à fait. Oui, oui. Tout à fait. Oui, oui. Donc, c'est ce sens. Donc, la générosité, qui n'est pas naturelle en l'homme, devient un attribut humain qu'il faut développer à tout prix pour que la société soit possible. Et du coup, sortons par là, par l'esprit tribal, oui. La raison tribale. Oui. On se rend compte que chez nous, l'association nationale, ou bien sous-régionale, ou bien régionale, est difficile parce qu'on n'arrive pas à dépasser l'esprit tribal. Voilà, on n'arrive pas à dépasser l'esprit tribal, mais un principe d'élaboration de l'État. Et à l'échelle de l'État, on sait bien qu'il y a des valeurs qu'on peut développer et qui ne peuvent être niées par aucune communauté. Si par exemple, au-delà de la tribalité, le facteur mérite est promu, vous pensez qu'il pourrait y avoir... C'est-à-dire, vous avez égalité de chances à toutes choses, à l'accès à toutes les valeurs républicaines. Il y a une égalité de chances, c'est-à-dire une justice sociale telle que celui qui travaille réussit nécessairement. Voyez-vous? Oui. Bon, maintenant, si à l'intérieur d'une communauté, on sait bien qu'on n'a pas fourni le boulot nécessaire pour accéder à certains privilèges propres à un État, mais je ne pense pas qu'on va développer des velléités de rébellion. Mais c'est à partir du moment où, parce que il y a des pays, on peut même penser le système d'équilibre régional comme dans notre pays. Voilà. Mais est-ce qu'on est sûr que la façon dont est défini cet équilibre régional, on peut penser que toutes les communautés se retrouvent dans la façon de faire, d'exercer ce principe d'équilibre régional? Prof, est-ce que l'intelligence est liée à une origine? Non. Donc, l'intelligence n'est pas liée à une origine. L'intelligence se développe et se cultive. Ne vous attendez pas à ce que votre intelligence commence à se déployer si vous n'avez pas été éduqué et formé à la mise en œuvre de cette intelligence. Prof, est-ce que les obstacles, la pluralité d'obstacles qu'on a devant soi ne stimule pas ou bien ne développe pas l'intelligence? Cela stimule l'intelligence, mais pour développer, pour faire en sorte que cette intelligence stimulée soit alerte, il faut une formation nécessaire à l'intérieur de soi-même. Oui. Cette formation doit être organisée à l'échelle nationale par l'État, oui, qui pense l'éducation. Voyez-vous? Oui. Mais ce qui est sûr, c'est que dans la nature, aucune tribu ne peut s'avouer plus intelligente que l'autre. Mais il faut savoir que nous pouvons naître dans un espace où l'abondance est naturelle. Oui. On n'aura pas tendance à trop travailler. Oui. Parce que la nature elle-même nous fournit ce que nous devons manger, même si on n'a pas cultivé. Mais celui qui vit dans le désert ne fait pas face aux mêmes données naturelles. Il a nécessairement plus d'efforts à fournir pour être capable de manger. En effet. Voilà. Donc, il y a des données environnementales qui vont diversifier la façon d'exploiter le potentiel humain en vue d'une survie ou bien en vue d'une vie épanouie. Et on peut conclure notre débat sur les obstacles épistémologiques en se disant que l'attitude normale d'un humain
quelle que soit sa tribu ou sa nation, est justement d'affronter de manière rationnelle les obstacles qui peuvent se poser devant lui. Oui, c'est effectivement cela. C'est-à-dire, l'homme est né pour travailler. Et seul le travail fait de lui une valeur. Par conséquent, il doit travailler, toujours travailler et rien que travailler. Professeur, pour lever un peu l'équivoque pour ceux qui nous écoutent, peut-être que quand on entend travailler, beaucoup de gens pensent qu'on parle du travail essentiellement manuel. Non. Le travail est d'abord et fondamentalement intellectuel parce que en effet. Oui, les mains n'exécutent que le projet d'une intelligence. En effet. Voyez-vous, oui. Et il faut savoir que le gain suite au travail n'est pas nécessairement immédiat. Avons-nous la patience de supporter le temps que met un travail avant de gagner? Mais nous sommes dans des pays où des expressions sont nées, où on parle de la fémania. Ouais, ça c'est la voie de la réussite, pas des raccourcis. Oui. Aujourd'hui, on parle de cybercriminalité. Hein? Ça c'est encore une voie de la facilité qui consiste à enlever à ceux qui ont travaillé le fruit de leur travail, pas des raccourcis inavouables. Oui. C'est ça que je peux dire comme mot de fin. Merci infiniment, professeur Mouchili. Chers téléspectateurs, n'oubliez pas de vous abonner parce que chaque fois que vous vous abonnez, c'est notre Afrique qui gagne. Nous construirons ensemble cette Afrique malgré les obstacles que nous pouvons avoir devant nous. Merci, professeur Mouchili. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. C'est un honneur d'être ici fréquemment avec vous. Merci, professeur Mouchili. Merci.